Donc, c'est un immense plaisir d'accueillir Pierre-Henri Gouillon pour le séminaire d'aujourd'hui, qui va nous parler de choses très importantes sur la biodiversité, progrès et agriculture. Donc, Pierre-Henri a été un prof à Paris-Saclay, au Muséum d'histoire naturelle, à Polytechnique, à l'AgroParisTech, à Sciences Po. Donc, il a enseigné à plein de générations d'étudiants, dont moi, qui a appris. Il est un excellent enseignant et vulgarisateur. Et donc, j'espère que ça va vous plaire aujourd'hui. Merci. Et merci Tatiana pour cette invitation et puis félicitations pour ce cours, je pense très enrichissant pour le Collège de France. Alors moi, donc, je vais vous parler un petit peu d'agriculture. Je vais revenir sur un certain nombre de choses que Tatiana vous a racontées au cours de ces séances, et puis les appliquer à l'agriculture et voir comment l'agriculture interagit avec. Je vous parlais, tout ça va être un peu lié avec l'idée de progrès. Je vous ai mis à gauche l'affiche de l'exposition internationale de Chicago en 1933 qui titrait « Un siècle de progrès ». Un siècle de progrès en 1933, c'est un peu extraordinaire. On vient d'inventer la Première Guerre mondiale, la première grande crise économique, mais quand même, il y a cette foi dans le progrès. Et je pense que c'est intéressant de voir que... Alors évidemment, à chaque fois, on disait ça n'arrivera plus, vous inquiétez pas, c'est fini, on ne fera plus de guerre mondiale, on ne fera plus de crise économique. Cette foi dans le progrès, ça caractérise beaucoup la communauté des scientifiques, et en particulier des ingénieurs, dont je fais partie, comme Tatiana. Mais je pense qu'il faut quand même la questionner, et particulièrement la questionner dans le contexte actuel. Voilà, et ça se traduit particulièrement dans le domaine de l'agriculture. La vision de la nature est très influencée par cette idée de progrès. L'idée de progrès naît au XVIIIe siècle, siècle des Lumières. Avant, on se posait la question de savoir si c'était mieux quand c'était ancien ou quand c'était nouveau, la querelle des anciens et des modernes, etc. C'est au XVIIIe siècle qu'on va vraiment en arriver à l'idée que quand c'est moderne, c'est mieux que quand c'est ancien. Point barre. Bon, je n'ai pas le temps de discuter ça ici, il y aurait beaucoup à dire. Et du coup, la nature, elle est ancienne. Alors, il va y avoir des deux attitudes qui vont absolument s'opposer dès le XVIIIe siècle. D'un côté, Rousseau, qui nous dit que le tableau de la nature ne lui offre qu'harmonie et proportion, alors celui du genre humain ne lui offre que confusion et désordre. Vous voyez que la nature humaine, chez Rousseau, est bonne, etc. Nous, au Jardin des Plantes, où je travaille maintenant, on avait Bernardin de Saint-Pierre qui explique que la nature a tout fait pour que les humains soient heureux. Entre autres, le melon a été divisé en tranches afin d'être mangé en famille, et la citrouille est faite pour inviter les voisins. Donc, vous voyez, la nature merveilleuse, quoi. Mais d'un autre côté, on avait aussi, au Jardin des Plantes, au Jardin du Roi, avant la création du Jardin des Plantes, Buffon, qui était le deuxième plus grand naturaliste mondial de l'époque. Et bon, c'était aussi un industriel, il avait des forges à Montbard. Alors lui, il déteste la nature. Pour un naturaliste, c'est intéressant. Il explique, vous voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé, donc la nature sauvage, la wilderness des anglo-saxons. La nature qui, par ailleurs, brille par sa jeunesse, paraît ici dans la décrépitude. Elle n'offre qu'un espace encombré, traversé de vieux arbres, chargé de plantes parasites, de lichens, d'agarics, fruits impurs de la corruption. Voilà. Ça, c'est pour le haut. Dans le bas, des eaux mortes et croupissantes ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repères aux animaux immondes. Voilà, ça, c'est la nature sauvage vue par Buffon. Et l'homme là-dedans, l'homme dit la nature brute est hideuse et mourante. C'est un grand naturaliste qui écrit ça au XVIIIe siècle. Et c'est moi, l'homme, moi seul, qui peut la rendre agréable et vivante. Desséchons ses marais, animons ses eaux mortes, mettons le feu à cette bourse superflue, à ces vieilles forêts déjà demi-consommées, achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, Buffon, Et bien, bientôt, au lieu du jonc, du nénuphar dont le crapaud composait son venin, une nature nouvelle va sortir de nos mains. Quelle est belle cette nature cultivée. Voilà. Alors, Buffon fait partie de l'Académie d'agriculture, faisait partie de l'Académie d'agriculture, et effectivement, moi, les cours que j'ai eus à l'agro dans les années 70, ça ressemblait quand même un peu à ça, je dois vous dire. Il n'y avait pas que ça, mais bon. Bon, alors, Buffon exit, et on va essayer de réfléchir à la nature. Alors, le plus grand naturaliste du XVIIIe siècle s'appelait Linné. C'est lui qui donc va produire un système qui permet d'organiser la biodiversité, de l'organiser autour de l'idée qu'on va regrouper les espèces en genres, en classes, etc. Et Linné va faire ça sur une base théorique très claire. Toutes les espèces tiennent leur origine de leur souche en première instance de la main même du Créateur Tout-Puissant. Car l'auteur de la nature, en créant les espèces, j'insiste, les espèces, c'est elles qui ont été créées, imposa à ces créatures une loi éternelle, donc elles ont été créées, elles sont éternelles, et elles se multiplient dans les limites de leur propre type, c'est-à-dire elles sont immuables.
le monde sur lequel Linné va fonder la classification du monde vivant, c'est un monde parfaitement stable, créé une fois pour toutes et absolument impossible à changer. Bon. Cette vision, je n'aurai pas le temps non plus d'insister suffisamment là-dessus, mais je voudrais vous dire que nous avons tous entendu parler d'Adam et Ève avant d'entendre parler de Darwin, et que nos structures mentales, elles se fabriquent quand on est petit, et que la vision d'un monde stable, d'une espèce d'Éden perdu, d'un moment où le monde était stable, si vous voulez, ben c'est une vision qu'on a tous plus ou moins. Il faut se battre contre pour comprendre que l'évolution a eu lieu, que le monde n'a jamais été stable, et que l'écologie qui consisterait à retourner à un équilibre primordial, ben ça n'existe pas, il n'y a pas eu d'équilibre primordial. Voilà, hein, donc effectivement, ça c'est ce que Darwin va apporter. Là, je reprends des choses que vous avez déjà vues, hein, la sélection naturelle. Darwin va fonder donc sa théorie sur deux grands principes. Le principe de sélection naturelle qui suppose une particularité tout à fait remarquable du vivant, mais c'est là-dessus que je voudrais insister parce que ça va beaucoup nous importer en agriculture, c'est le fait que les êtres vivants se reproduisent et cette reproduction induit constamment des variations et des variations héritables. Les êtres vivants sont les seules structures que nous connaissions dans l'univers pour le moment qui soient capables de produire une variation illimitée et transmissible. Évidemment que les cailloux aussi ont un nombre de formes illimitées, mais elles ne sont pas transmissibles. Les cristaux ont des variations transmissibles, mais elles ne sont pas du tout illimitées. Donc, contrairement à ce que pensent pas beaucoup de physiciens, il y a une particularité très importante du monde vivant, c'est cette capacité à produire une variation illimitée et transmissible, et qui, du coup, induit la sélection naturelle. Parce qu'une fois que vous avez une reproduction avec de la variation, la sélection, elle s'ensuit logiquement. Je ne reviens pas là-dessus, vous l'avez déjà vu. Le deuxième grand principe sur lequel Darwin va s'appuyer et qui, pour lui, résulte du premier, c'est le principe de divergence. Maintenant qu'on a retrouvé ces carnets de notes, comme vous le savez, qui avaient été volés il y a quelque temps, on peut retrouver toutes ces notes là-dessus. Et donc, effectivement, c'est l'idée qu'à partir d'une forme donnée, peuvent en émerger plusieurs. Et il va résumer toutes ces idées dans ce schéma. Ce schéma qui est un schéma vraiment fondamental. Il le discute pendant 60 pages dans l'origine des espèces. On est obligé de faire toujours des résumés très succincts, mais je voudrais quand même insister sur le fait que dans ce schéma, eh bien, le temps va de bas en haut. Ça, c'est parce qu'il était géologue. En plus, le temps est en couche. C'est toujours un truc de géologue, ça. Et puis, par ailleurs, eh bien, il y a un axe horizontal qui a un sens assez abstrait, qui est donc une différenciation écologique. Il ne peut pas appeler ça comme ça. Il appelle ça différence de place dans l'économie de la nature. Et donc, plus deux points sont éloignés, plus ils sont différents. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À chaque instant, ces systèmes vivants fabriquent des variations. Vous les voyez, c'est tous ces petits traits-là. Et ces petits traits, eh bien, elles vont, pour la plupart, s'éteindre sous l'action de la sélection, parce que, étant proches écologiquement, eh bien, elles sont en compétition les unes avec les autres et que la compétition amène à une élimination. Les seules qui vont moins disparaître que les autres, c'est celles qui sont le plus sur les bords, parce qu'elles sont moins sujettes à la compétition, et du coup, les lignées vont diverger. Voilà. Alors, pour comprendre ce schéma, et puis donc évidemment, à force, ça va finir par fabriquer des espèces différentes, si jamais on se donne suffisamment de temps avec ce processus. Ces espèces donc, résultent donc du fait que constamment se fabriquent des formes différentes et que les formes intermédiaires s'éteignent. L'extinction fait partie du processus de biodiversité. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit d'une part que les espèces vont se produire progressivement, et ça, pour arriver à comprendre ça, il faut arriver à accepter l'idée que les espèces ne sont pas des choses immuables et parfaitement séparées. Alors bon, ça, voilà, bon là, ça donne rien en vrai, hein, mais les lions, les tigres, les léopards, en revanche, ça marche, et les hybrides ne sont pas tous stériles. Les chevaux, les ânes, les zèbres, on peut faire des tas de croisements, ils ne sont pas tous terribles non plus. Les moutons et les chèvres non plus. Donc, je vous donne des exemples qui vous parlent. Je vous montrerai des plantes, il y en aurait 100 fois plus, mais ça vous parlerait moins. Darwin va se rendre compte effectivement que l'idée que les espèces sont des trucs très forts, eh bien, c'est un frein pour comprendre sa théorie. Il écrit « Je suis souvent donc désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes me comprennent simplement. Des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montrent plus de clarté d'esprit. » Qui met le mot bigote, c'est pas moi qui l'ai mis. Il y a une vision religieuse de la diversité qui s'appuie sur l'espèce et qui vient de la Genèse. Mais tout ça, il faut arriver à s'en séparer pour comprendre la théorie de l'évolution. Quand on s'en sépare, on évite de faire des tas de bêtises, comme de dire qu'il y a 10 fois plus d'espèces d'insectes que d'espèces de plantes. Ça, c'est vrai.
mais que ça prouve qu'il y a 10 fois plus de diversité chez les insectes que chez les plantes, ça c'est faux. Il y a beaucoup plus de diversité dans chaque espèce chez les plantes par rapport à ce qu'il y a chez les insectes. Et du coup, le nombre d'espèces ne vous dit rien là-dessus. Bon, je vais passer là-dessus. Darwin finit l'origine des espèces sur une phrase très importante. Une quantité infinie de belles et admirables formes sorties d'un commencement si simple n'ont pas cessé de se développer et se développent encore. C'est la dernière phrase de l'origine des espèces. Et il nous dit quoi? Il nous dit que l'évolution, elle s'est produite et elle se produit encore. Les gens qui remplacent le mot créateur par le mot évolution n'ont pas compris Darwin. Ça, c'est très courant. Et on vous a entendu une phrase, l'évolution a créé les espèces. A créé les espèces. Et ça, c'est fait, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites le créateur a créé les espèces, vous enlevez le créateur, vous mettez évolution à la place, et puis c'est bon. Mais non, c'est pas comme ça. Ça bouge tout le temps. La biodiversité, c'est une dynamique constante. C'est ce processus qui est montré là. C'est une dynamique. Vous avez constamment des formes qui s'éteignent, des formes qui apparaissent. Et c'est un équilibre dynamique entre les deux qui va faire qu'à un moment donné, la biodiversité a une certaine tête. Ce n'est pas la même qu'avant, ce n'est pas la même qu'après. Donc cette dynamique, c'est un équilibre dynamique, c'est un équilibre qui nécessite le mouvement pour se maintenir. Et voilà l'exemple du vélo. Bon, voilà. Et évidemment, c'est aussi un système qui, si jamais vous l'arrêtez, se casse la figure. Donc faites attention, la biodiversité, ce n'est pas un truc qu'on peut conserver tel quel. Si on essaie de le conserver tel quel, c'est ça qu'on obtient. Les équilibres dynamiques, on en connaît d'autres. Un satellite, ça tourne autour de la Terre et ça se maintient grâce à sa vitesse. S'il ralentit, on sait ce qui va se passer, on sait qu'il va tomber. Mais il va tomber. C'est ça le problème avec l'équilibre dynamique, il ne tombe pas tout de suite. Du coup, vous dites attention, attention, ça ne va pas, ça va tomber. Et les gens qui ne connaissent rien vous disent mais non, regardez, il est encore là-haut, votre satellite. Mais vous savez qu'il a ralenti et qu'il va finir par se casser la figure. La biodiversité, c'est exactement ça qui se passe. Je vais vous donner un seul chiffre que vous a déjà donné Tatiana. Plus de 75% de la biomasse d'insectes volants a disparu dans les zones protégées européennes en moins de 30 ans. 75% qui disparaît en moins de 30 ans, c'est un ralentissement de notre satellite monstrueux. C'est-à-dire que notre système est vraiment en train de rentrer dans une dynamique d'effondrement. Ce truc-là a été repris dans tous les grands journaux du monde, le Guardian par exemple, la Tribune de Genève, etc. Ces résultats sont synthétisés dans le rapport de l'IPBES, que vous connaissez. Je vous conseille d'aller le regarder en termes de bilan, mais on va voir qu'il y a un certain nombre de choses critiquables dans ce rapport de l'IPBES. Voilà, je voudrais vous prendre une dernière image pour vous illustrer ce que je veux vous dire, et puis après on va l'appliquer à l'agriculture. Notre corps est en équilibre dynamique. C'est-à-dire qu'on mange, on excrète, on respire, et c'est ça qui fait qu'on est ce qu'on est. Imaginez quelqu'un qui vous dise « Je t'aime, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo ». Évidemment, vous ne seriez pas d'accord. Je voudrais que vous compreniez bien que tous les gens qui pensent qu'ils vont conserver la biodiversité en la mettant au frigo sont des gens qui mettent la biodiversité en danger. Voilà. Alors, du coup, comment est-ce que tout ça s'applique à l'agriculture? L'agriculture, c'est un domaine de travail extrêmement dur. On peut représenter de façon bucolique, comme ça. Simplement, effectivement, les types qui sont couchés, là, ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux, c'est parce qu'ils sont épuisés. Et donc, on a répété les mêmes gestes pendant pratiquement 10 000 ans, sûrement, du néolithique jusqu'au milieu du XXe siècle, dans beaucoup d'endroits. Et ces gestes ont conduit à la domestication des plantes et donc l'apparition de plantes qui avaient des caractéristiques favorables au fait de vivre dans les champs, d'être semées, d'être récoltées. Donc ça, le fait qu'on les récolte, ça a synchronisé les périodes de floraison. Les plantes qui ne fleurissaient pas au même moment que les autres, elles n'étaient pas récoltées au bon moment, donc c'était fichu pour elles. Ça a supprimé les processus de dispersion des graines, parce que quand on ramassait les plantes, celles qui dispersaient leurs graines, elles étaient perdues, et celles qu'on ressemait l'année d'après, c'était celles qui n'avaient pas dispersé leurs graines. Ça a supprimé les phénomènes de dormance, puisque quand on prépare un champ puis qu'on sème les graines, les premières qui germent sont celles qui vont gagner. Donc rien que le fait de ramasser les graines et de les ressemer va transformer les plantes et produire ce processus de domestication. Et ces plantes domestiquées, ces domestications sont produites à plusieurs endroits dans le monde. Il y a un grand scientifique qui a étudié ça en détail, il s'appelait Vavilov, il était russe, soviétique. Et donc, il a étudié comment les plantes avaient été domestiquées dans certains centres d'origine, et puis comment on retrouvait maintenant la diversité. Et au fond, il a montré comment le schéma de Darwin s'appliquait aux plantes cultivées, puisque chaque paysan va ressemer ses semences et va sélectionner, activement déjà en choisissant les plantes qu'il préfère,
mais de toute façon aussi inconsciemment, par le fait qu'il va prendre les plantes les plus belles et donc celles qui sont les plus adaptées au climat et à l'environnement local de ses propres champs. Donc, en réalité, chaque agriculteur va progressivement, pendant 10 000 ans, du néolithique au milieu du XXe siècle, fabriquer une lignée originale. Et donc, il y a une immense diversité qui a été fabriquée dans les plantes cultivées grâce au progrès de l'agriculture. Bon, je ne peux pas vous parler de Vavilov sans vous dire ce qui lui est arrivé. L'URSS a été envahie par une pseudoscience qui s'appelait donc le mitchurinisme, lancé par un dénommé Lysenko, qui a convaincu Staline et les soviets que la génétique était une science réactionnaire, bourgeoise, incompatible avec le matérialisme historique. Tous les généticiens soviétiques ont été mis en prison et Vavilov est mort de faim en 1943 dans la prison de Saratov. Bon, ça prouve que on discute souvent de pourquoi l'agriculture soviétique s'est cassée la figure. Alors en France, les sciences humaines ont plus de force que les sciences de la nature pour comprendre les phénomènes. Et du coup, on dit que c'est les kolkhozes, c'était pas bien, que c'était pas une bonne manière de gérer l'agriculture. Mais l'agriculture soviétique a été fondée sur une biologie totalement fausse. Et c'est pas pour rien dans l'échec total de l'agriculture soviétique. Il n'y a pas que les kolkhozes. Bien, donc les plantes cultivées en 1950 possédaient une immense diversité qui avait été fabriquée par le processus qu'on vient de voir. Et là, on a décidé de moderniser l'agriculture. Et donc, bon, alors le début du XXe siècle, ça a été l'irruption de la génétique. Et l'irruption de la génétique a correspondu avec une fascination pour la lignée pure, la race pure. Ça a donné le nazisme d'un côté, mais ça a donné... Alors ça, bon, on s'en est débarrassé heureusement, mais malheureusement, sur les plantes et les animaux, on a continué. Et donc, on a effectivement homogénéisé les cultures d'une façon absolument démentielle. Tout ça allait avec de la mécanisation, ça allait avec, voilà, donc un rêve d'agronome, plus ou moins, mais ça allait aussi avec de la chimie. Parce que si vous homogénéisez, vous ne pouvez plus vous passer de traitement. Alors, Tatiana vient de vous montrer que quand on mettait des résistances dans les plantes, eh ben, elles étaient surmontées. Elles étaient surmontées parce qu'on les a mises de façon stupide. Comme on voulait que tout soit homogène, on mettait une résistance après l'autre. On n'a jamais accepté de mettre des mélanges. Or, on sait que pour empêcher la propagation d'une maladie, ce qu'il faut, c'est des mélanges. Ce n'est pas des choses homogènes. Vous pouvez mettre tous les gènes de résistance que vous voudrez. Si jamais tout est pareil, les parasites passeront par-dessus. Seulement, voilà, il y avait une industrie de la semence qui progressivement a réussi à gagner l'idée qu'il fallait absolument vendre des semences parfaitement homogènes de manière à s'assurer un revenu sûr. Et les semences homogènes, ça résiste à rien. Et du coup, ça demande de l'agrochimie. Ça tombe bien, progressivement, au cours du XXe siècle, l'agrochimie et la production de semences, c'est devenu la même entreprise. C'est les mêmes entreprises qui faisaient les deux et qui vendaient en kit donc les produits de traitement avec les semences. Et donc, évidemment, il n'y avait pas intérêt à faire des semences qui résistent trop bien. Ça donnait naissance à des géants de la chimie comme Monsanto. Bon, j'ai pas le temps, mais enfin, Monsanto, son premier produit qu'il a produit, ça s'appelait l'agent orange. On en a mis sur le Vietnam. Et il savait quels effets ça aurait sur les enfants qui naîtraient après exposition. Mais il n'y a jamais eu de condamnation. Et c'est toutes ces grandes entreprises, Monsanto, Bayer, etc., ont produit donc progressivement des plantes génétiquement modifiées de plus en plus aptes à supporter de plus en plus de pesticides. Comme ça, ils vendent les plantes avec les pesticides. On vous prétend que c'est pour nourrir la planète. Je voudrais quand même prendre une seconde pour vous dire que ça, c'est un slogan qui a été trouvé par une boîte de com anglaise en 1998. Parce qu'avant, le seul slogan, c'était compétitivité économique. Mais ça ne marchait pas bien. Alors, du coup, on a trouvé nourrir la planète. Je voudrais vous dire qu'une agriculture chère et dépensière en énergie et en intrants ne nourrira pas la planète pour une raison simple, c'est que si des gens meurent de faim, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez à manger, c'est parce qu'ils sont trop pauvres pour acheter. Il y a assez à manger pour tout le monde. Et si jamais on mangeait un peu moins de viande, il y aurait beaucoup trop à manger pour tout le monde. Simplement, effectivement, à partir du moment où des gens sont trop pauvres, ils ne peuvent pas s'acheter à manger. C'est certainement pas en développant une agriculture de plus en plus inégalitaire, parce que de plus en plus chère, qu'on va nourrir mieux la planète. Ça, c'est juste un gros mensonge. Pareil, pour en discuter si vous voulez. Alors, d'autre part, d'autant que les plantes cultivées, malgré tout, les gènes se dispersent. Ça, c'est un travail qu'on a fait, nous, dans notre laboratoire.
On a semé des plantes de maïs avec des grains bleus. C'est des gènes tout à fait normaux de maïs traditionnel mexicain. Hein. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut voir à 10 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres, à 500 mètres, etc., combien de pollens sont arrivés jusque-là. Et le résultat de ces expérimentations, en gros, c'est que les gènes font plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres à chaque année. Ce qui veut dire que si vous semez un champ d'OGM, eh bien, il va y avoir des contaminations à des centaines de mètres. Or, pourquoi c'est important? Parce qu'il y a eu un procès retentissant à la fin du XXe siècle, début du XXIe. Ce monsieur avait cultivé des colzas. Il refusait d'acheter les colzas Monsanto. Ces colzas ont été contaminés par les gènes de Monsanto. Et où est le problème? C'est que les gènes des OGM sont tous brevetés. Donc, il y a eu un procès, en gros, je vous résume les choses, et il n'a plus eu le droit de semer ses semences. C'est-à-dire que vous semez des plantes, le voisin vous contamine, vos plantes ne sont plus à vous. Voilà la réalité de ce que c'est que le génie génétique à l'heure actuelle. Si les boîtes veulent tellement faire des OGM, ce n'est pas tellement parce que ça fait un progrès d'en faire, c'est parce que c'est une manière, il y a une guerre d'appropriation de toutes les semences du monde qui est fondée sur ces questions de brevets et qui est actuellement essentielle. Or, ça pose un problème économico-politique d'avoir des entreprises qui vont posséder, parce que toutes les semences, ça veut dire toute la nourriture de la planète au poisson près. Hein. Donc, ça pose un problème économico-politique, mais ça pose aussi un problème biologique, parce que les quelques entreprises qui gardent les semences, elles gardent une diversité très très faible. Et donc aujourd'hui, eh bien, on parle de l'érosion des ressources génétiques. Je trouve que c'est un très mauvais mot, l'érosion. L'érosion, ça parlerait de quelque chose de stable qu'on érode. Je vous ai dit, la biodiversité, c'est une dynamique, les ressources génétiques aussi. Et comment est-ce qu'on va les sauver, les ressources génétiques? Hein, comment on est en train de régler le problème de l'érosion des ressources génétiques? On les met au frigo. Voilà, alors je vous ai dit ce que j'en pensais. Donc on a fait un grand frigo à Svalbard, là, et on met toutes les semences cultivées qu'on peut là-dedans, et on prétend qu'on va sauver la diversité de cette façon. C'est juste se moquer du monde. C'est d'autant plus se moquer du monde, premièrement, que ça oublie la dynamique, et donc les semences que vous ressortirez. Si jamais on pense au long terme, les semences qu'on ressortira dans 20 ans, eh ben, elles ne serviront plus à grand-chose. Mais il y a encore pire, c'est que dans 20 ans, de toute façon, elles ne germeront plus. Des graines, au bout de 10 ans au frigo, ça ne germe plus. Donc ce truc-là, c'est juste une réserve de gènes qui pourrait être utilisée par les boîtes de biotech, rien de plus. Donc ne croyez pas qu'on sauve la biodiversité. Actuellement, on rêve d'un monde où tout est homogène à la surface de la Terre et possédé par quelques entreprises, et la diversité, elle est dans un frigo au sous-sol. Et il faudra aller chercher les gènes pour les remettre dans les plantes le jour où on en aura besoin. Je pense que c'est une agronomie absolument pas durable, absolument pas raisonnable, et qu'il faut absolument arrêter avec ça. Svalbard, ce n'est pas un conservatoire de graines, c'est un cimetière de graines, avec juste de l'ADN dedans. Voilà, alors, aujourd'hui, donc, ce qu'on fait, c'est que, pourquoi l'agriculture est un peu folle sur le plan de la diversité? Le peu de diversité qui se trouve chez les sélectionneurs et chez les entreprises de semences, eh bien, c'est la seule diversité qui va se retrouver pour fabriquer des variétés cultivées. Les champs que vous voyez autour de vous, là, quand vous prenez votre voiture pour sortir de Paris, dites-vous bien que toutes ces plantes sont génétiquement mortes, on n'en retirera jamais rien, on ne les regardera même pas, elles partiront direct chez le meunier. Les seules plantes qu'on regarde pour les garder pour la génération d'après, c'est les plantes qui sont chez les semenciers, c'est-à-dire rien du tout en nombre. Donc avant, on avait cet énorme fonctionnement qu'a montré Vavilov, où chaque agriculteur fabriquait de la diversité. Aujourd'hui, toute la diversité est morte, elle est dans des collections, et elle ressort pour fabriquer des variétés. Ça n'est pas durable. C'est une manière extractiviste de voir le monde. On extrait la diversité de la diversité préexistante. Je voudrais vous dire qu'au fond, Svalbard et cette manière-là de faire, c'est une vision créationniste de la diversité. On fait comme si la diversité des plantes cultivées était une espèce de don divin, et on extrait ce dont on a besoin dedans sans le refabriquer. L'idée qu'il faille conserver la diversité chez les plantes cultivées, ça me semble absolument affreux. Ça veut dire qu'on est en train de se dire que les agriculteurs, depuis le néolithique jusqu'à maintenant, ont fabriqué un truc, et que nous, on n'est même pas capable de le maintenir, qu'il faut juste essayer de le perdre le moins vite possible. Quel manque d'ambition! Une agronomie raisonnable, c'est une agronomie qui dirait qu'il faut mettre en œuvre des processus de production qui produisent de la diversité, et pas seulement qui la détruisent le moins vite possible.
puisque ça s'est fait pendant 10 000 ans, on devrait quand même encore être capable de le faire aujourd'hui avec toute notre science, plutôt que de faire exactement le contraire. Ben, c'est ce qu'on ne fait pas. Alors il y a des groupes de gens qui s'occupent de faire ça, qui essayent de cultiver la biodiversité, qui reviennent à des processus de sélection moderne, utilisant de la biologie moléculaire, etc. Voilà une chercheuse de l'INRA qui travaille là-dessus. Mais il y a des gens qui travaillent sur le fait de remettre en œuvre ces processus. Évidemment, ils ne sont pas aidés par les grandes entreprises de semences, donc pas aidés non plus beaucoup par l'État. Mais l'idée, c'est de revenir à une gestion dynamique des ressources génétiques. L'agriculture moderne doit produire de la biodiversité, doit arrêter de la consommer. Et donc, il faut absolument revoir notre système agricole. Il faut remettre en œuvre ces processus qui sont essentiels si on veut qu'une agriculture durable qui non seulement exploite la biodiversité, mais aussi la produise. C'est un point que je voudrais que vous réfléchissiez un peu. La biodiversité est une ressource renouvelable ou non, selon comment on l'exploite. Et ça, je pense que c'est très original. L'énergie solaire, elle est renouvelable, quoi qu'on fasse, il y aura toujours la même quantité d'énergie qui va arriver du soleil, et si ça s'arrête, ça ne sera pas de notre faute et on n'y pourra rien. Le pétrole et le charbon, à l'échelle de la durée de vie humaine, c'est des énergies non, et l'uranium, c'est des énergies non renouvelables. Ils ne se refabriqueront pas dans un temps compatible avec la vie humaine. La biodiversité, ce n'est pas vrai. La biodiversité, on peut l'exploiter de façon durable, et on peut s'en servir et la maintenir en même temps, mais il y a des manières de faire, et l'agriculture actuelle en est une démonstration. Il y a des manières de faire qui font qu'on exploite la biodiversité sans la reconstituer. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut remettre en œuvre ce processus dans les systèmes agricoles. C'est un élément essentiel de la transition agricole, parce que tant qu'on n'aura pas de diversité dans les cultures, on ne pourra pas se passer de pesticides massivement. Je ne dis pas qu'on peut se passer de pesticides complètement. Il y a toujours besoin de trucs pour contrôler un peu toutes les vacheries dont Tatiana vient de nous parler. Mais la quantité et la toxicité des pesticides actuels est absolument déraisonnable. Et donc ça, eh bien, il faut arriver à le changer. Et malheureusement, eh bien, les scientifiques ne sont pas tous convaincus de ça, d'autant que les scientifiques dans les laboratoires de biologie sont très souvent financés par les entreprises de biotechnologie qui produisent aussi les pesticides en question. Et ça complique beaucoup les choses. Je suis désolé de le dire. Alors je vais vous dire que sur ces questions d'environnement, il y a quelques années, peut-être vous vous en souvenez, il y a 5-6 ans, est sortie une motion signée par 15 000 scientifiques au niveau mondial, et qui disait qu'il serait bientôt trop tard. Cette motion a été reprise par Le Monde assez complètement. Cette motion, elle avait cette tête-là. Donc c'était un avertissement à l'humanité, et c'était la seconde notice qui était publiée par donc, un groupe qui avait publié la première notice en 1992. Ce groupe en question, c'est la Union of Concerned Scientists, donc l'union des scientifiques concernés. Alors 92, je ne sais pas si ça vous rappelle tous quelque chose en termes de biodiversité, mais c'était le sommet de Rio. C'était la première fois qu'on s'occupait des problèmes de la planète au niveau international. Et à l'ouverture donc de ce congrès de Rio, eh bien, ce groupe publie cette première mise en garde de l'humanité sur le fait qu'il faut arrêter de détruire le climat et la biodiversité. Aujourd'hui, enfin cette année, on fête les 50 ans du rapport du Club de Rome sur la même question. Je vous signale qu'en 1972, il y a déjà eu exactement la même chose qui avait été publiée. Et c'est incroyable à quel point on est sourd à ce genre d'appel. On ne sait pas ce qu'il faudra qu'il arrive pour qu'on recouvre des oreilles. Alors cette motion de 1992 a été totalement inaudible au niveau mondial. Un tout petit peu en parlant aux USA, mais pratiquement pas du tout en Europe, pour la bonne raison qu'est sorti au même moment, le jour de l'ouverture du congrès de Rio, l'appel de Heidelberg, signé par une énorme majorité de scientifiques en Europe et quasiment toute l'Académie des sciences et le Collège de France à l'époque. Et cet appel de Heidelberg, il disait que les défenseurs de l'environnement étaient animés par une idéologie irrationnelle qui s'oppose au développement scientifique et industriel. Et donc, certes, il fallait s'occuper de la planète, mais qu'il ne fallait surtout pas écouter les écolos. Et je pense que c'est très intéressant, cette phrase-là, irrationnelle. En fait, progressivement, ce qui s'est passé, c'est que la rationalité a été capturée par un groupe de gens qui pensent pouvoir défendre à base de rationalité tous les délires technologiques possibles. On va voir ça tout à l'heure.
Voilà, donc à l'époque, les journaux français, Le Figaro a affiché à sa une des scientifiques s'inquiètent du tout écologie, vous voyez. Libération, Rio, faut-il brûler les écologistes? Et Le Monde a été plus mesuré, Rio contre Heidelberg. Voilà. L'appel de Heidelberg, vous pouvez le trouver sur le web facilement, je vous le conseille, il est extraordinairement pervers. On sait aujourd'hui qu'il a été écrit par les communicants de l'industrie de l'amiante, aidés par les industriels du tabac, grâce à la déclassification des documents de l'industrie du tabac. C'est les gens de l'amiante qui ont écrit ce texte, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas qu'on se préoccupe trop de questions d'environnement, on les comprend. Et tout ça fait partie d'une démarche très générale qui est maintenant bien étudiée par un certain nombre de sociologues et de journalistes, qui est la démarche des marchands de doute. Donc 2 sociologues américains, Naomi Oreskes et Eric Conway, ont publié ce livre Merchants of Doubt, qui a été traduit en français. Et ces marchands de doute, c'est des gens qui vont avoir pour profession de jeter le doute sur les données qui pourraient déplaire à leurs clients, quels qu'ils soient. Alors, il y en a un très... on verra tout à l'heure, il y a un film là-dessus actuellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu ici, mais... oui, Goliath, oui, on va y revenir. Donc, quand on a publié notre alerte 15 000 scientifiques, là, moi j'étais dans les deux, 92 et puis là, immédiatement, les marchands de doute se sont lâchés sur les réseaux sociaux. Il y a un site web, Agriculture, Alimentation, Santé publique, soyons rationnels. Quand vous voyez le mot rationnel, méfiez-vous. Osons l'avenir pour nos enfants et nous. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? 15 000 scientifiques signent n'importe quoi sur l'avenir de la planète, voilà. Et d'ailleurs, n'importe quoi, vous voyez, c'est tout à fait qualifié dans la page suivante de leur site web. Pourquoi? Eh bien, tout ça parce qu'effectivement, il y a une tension, c'est ce qu'on a vu avec Buffon, entre l'idée de biodiversité et l'idée de progrès. Et que les scientifiques vont parfois avoir dans leur idéologie du progrès bien condamner la nature, condamner le maintien de la diversité, et du coup jouer le jeu de ces marchands de doute. Je veux vous expliquer un petit peu ce que c'est que ces marchands de doute, parce que c'est pas encore bien connu, et je pense qu'il faudrait que ça le soit plus. Le premier qui a montré ce que c'était un dénommé Scott Gottlieb, qui travaillait donc sur les public relations américains, dans un livre qui s'appelle The Unseen Power, donc le pouvoir invisible. Et il décrit une scène tout à fait extraordinaire qui se déroule le 15 décembre 1953, vous voyez que c'est quand même pas tout nouveau, au Plaza Hotel à New York. Les grandes majors du tabac américain rencontrent un public relation qui s'appelle John Hill. Et John Hill leur explique que si jamais ils se contentent de dire que ce n'est pas la faute du tabac si les gens ont le cancer du poumon, ça ne marchera pas. Parce que ce qu'il faut, c'est créer une controverse scientifique. Et donc les marchands de tabac vont commencer à subventionner des scientifiques pour faire des recherches qui trouvent d'autres causes que le tabac au cancer du poumon. Moi, j'habite en Bretagne maintenant, c'est rigolo, parce que tout le monde a entendu parler du radon, par exemple, là-bas. Le radon, c'est un gaz qui sort du granit et dont les recherches ont été très subventionnées par les marchands de tabac pour expliquer le cancer du poumon hors tabac. Les ingénieurs, les public relations vont en réalité se transformer en ce qu'on appelle aujourd'hui des ingénieurs sociaux. L'ingénierie sociale, donc, c'est le travail d'ingénieurs sur la société pour faire accepter un produit qui est demandé par le client. Et donc, concernant le cancer du poumon et le tabac, eh bien, l'idée, c'était de faire passer un consensus sur le fait que le cancer du poumon a des causes multifactorielles, que pour le traiter, il faut comprendre les causes et donc il faut plus de recherche. Une fois que vous avez fait ça, vous avez gagné. Parce que du coup, on vous dit ouais, le tabac, ouais, mais il n'y a pas que le tabac, il faut mieux comprendre, il faut plus de recherche, on va donner de l'argent à faire des recherches. Tant que vous faites ça, c'est bon. Ça va marcher pendant plus de 50 ans, leur système. Ils vont réussir à cacher les effets majeurs du tabac pendant plus de 50 ans. Alors tout ça a été étudié par un dénommé Robert Proctor. Un des trucs qu'il va montrer, c'est que l'OMS, en 2000, a publié un rapport de 260 pages dans lequel il montre comment ils se sont fait complètement avoir par les industriels du tabac. Rien que la table des matières, je n'ai pas le temps de vous la lire, mais ça vaut la peine. Donc comment des consultants de OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, mais en anglais ça se dit WHO, des officiels de l'OMS ont été payés. On a utilisé d'autres agences des Nations Unies contre l'OMS, comme la FAO, c'est écrit là.
Donc, c'est-à-dire que, vous voyez que la FAO, c'est l'agriculture, hein, Food and Agricultural Organization, la Banque mondiale, etc. Donc tout ça va jouer, les marchands de doute vont empêcher hein, que l'OMS se rende compte de ce qui se passait, grâce au fait qu'ils ont complètement caviardé leur organisation et empêché les choses de se produire. Les marchands de tabac vont embaucher de très grands scientifiques, des prix Nobel, un très grand scientifique comme Fred Singer, un très grand physicien, qui va se battre contre l'idée que le tabac est mauvais pour la santé. Et d'ailleurs, ensuite, quand l'histoire du tabac sera perdue, il va se battre contre l'idée que le réchauffement climatique est dû aux humains. Même chose avec Seitz, qui était président de l'Académie des sciences américaine. Vous voyez, ce n'est pas des petits. Hein. Et même exactement la même chose. Pourquoi des grands scientifiques comme ça font-ils des choses aussi terribles? Bien sûr, on leur donne de l'argent, etc. Mais ça ne suffit pas. Moi, je connais bien les scientifiques. Ils sont un peu vénaux, c'est-à-dire que pour avoir de l'argent pour eux, ou même seulement pour leur labo, d'ailleurs, ils sont prêts à beaucoup. Mais quand même, de là à faire des choses aussi terribles, ce n'est pas suffisant. Il faut voir qu'il y a une composante très idéologique. Tous ces gens sont convaincus simplement de défendre les bonnes choses. Et que tous les gens, tous les écologistes et tout, c'est des gens qui sont pas sérieux, qui ne sont pas rationnels, et puis qui demandent un pouvoir accru de l'État. Donc ils sont contre le progrès, ils veulent un pouvoir accru de l'État, mais le pouvoir accru de l'État, c'est un truc de communiste. Ça. Vous savez que l'écologie, c'est comme les pastèques, hein, vert dehors et rouge dedans, hein, disent ces gens à l'époque. Hein. Donc effectivement, ces scientifiques sont convaincus de faire ce qu'il faut. Ils sont convaincus parce qu'ils sont dans l'idéologie du progrès, ils sont dans une idéologie libérale. Et donc, si en plus on leur donne de l'argent pour faire un truc, ils sont vraiment contents de le faire. Voilà, c'est tout. Hein. Ce n'est pas juste qu'on peut les acheter. Alors, une fois que le tabac a perdu, hein, ils se sont reconvertis dans le climat. Hein. Donc, quand Obama a dit que le plus grand challenge qui attendait les USA, c'était le problème du climat, immédiatement, il y a eu des centaines de signataires pour dire que ce n'était pas vrai. Il y a énormément donc, de think tanks américains. Vous voyez, là, ça date de 2019, celui d'avant, je n'ai pas réactualisé, mais hein, sceptiques sur le fait que les problèmes climatiques sont causés par les humains. Et tout ça est remarquablement décrit donc, dans un film qui s'appelle Don't Look Up. Si vous ne l'avez pas vu, demandez à quelqu'un de vous passer ses clés. C'est Netflix, et puis comme ça, vous pourrez le voir. Et effectivement, les mêmes choses, les mêmes processus maintenant sont appliqués aux questions des pesticides. Et ça, c'est remarquablement décrit dans le film Goliath, qui est un film français. Moi, j'étais très surpris quand j'ai vu le film, parce qu'il y a une description absolument parfaite du fonctionnement des marchands de doute. Le mot marchand de doute est employé dans le film. Hein, et il décrit parfaitement ce qui se passe. Alors, vous voyez, les marchands de doute en question, le site là, dont je vous parlais tout à l'heure, Agriculture, Alimentation, Santé, Soyons rationnels, ils vont vous dire que les pesticides, il n'y a pas de problème, ça ne pose aucun problème. Donc exactement ce qui est dit dans Goliath. Il y a aussi un autre site tout à fait toxique qui s'appelle l'Association française pour l'information scientifique. Embêtant. Ça paraît bien comme ça. Hein. Mais pareil, hein, il critique les pseudosciences. Alors il critique les créationnistes, il critique les astrologues, les gens qui critiquent les OGM, les gens qui critiquent les pesticides. Au début, il critiquait ceux qui disaient que le climat était déréglé par les humains, mais ça, maintenant, ils ont arrêté quand même. Voilà. Donc voilà, ils sont là tout le temps. Dès qu'il y a un truc sur les pesticides, ils disent que c'est pas vrai. On a trouvé dans le muesli, c'est pas vrai. Le cancer du sein, ça n'a rien à voir avec l'environnement, etc., etc. Tout ça est remarquablement décrit dans un livre coécrit par deux journalistes du Monde, Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, même prénom, pas le même genre, hein. Et Sylvain Laurens, qui lui est un sociologue spécialiste du mouvement rationaliste français. Il montre comment ces processus de marchand de doute fonctionnent en France. Évidemment, la FIS a réagi à ce livre en disant que c'est un mélange de cherry picking, de témoignages invérifiables, d'affirmations fausses, d'extrapolations hors contexte et d'insinuations. Voilà, donc c'est très simple. Alors, ce que j'aime bien sur ce petit texte, c'est qu'en Angleterre, pendant ce temps-là, il y a un dénommé Dave Goulson, qui est un scientifique extrêmement connu, qui travaille sur les insectes et sur leur disparition, et qui a publié un livre qui s'appelle Silent Earth, dans lequel il montre la catastrophe qui se passe actuellement sur les insectes. Ce livre a été très bien reçu un peu partout, mais hein, les grands journaux comme le Sunday Times
en ont fait des articles et tout, mais sur les sites rationalistes, il y a le site science.0, eh bien, exactement pareil, il va être attaqué using hand-picked papers. Vous voyez, c'est même les mêmes arguments que ceux donnés par Lafis sur le bouquin de Foucard et compagnie, malgré des critiques d'une science plus rationnelle, vous voyez, eh bien, que sa méthodologie ne passerait pas pour un prof du secondaire. Il insiste que les abeilles disparaissent à cause de la science. Bien sûr que les abeilles disparaissent à cause de la science, parce que c'est la science qui fabrique les pesticides. Voilà. Alors, Silent Earth, ça rappelle Silent Spring, qui est donc un livre paru dans les années 60 par Rachel Carson, la première grande lanceuse d'alerte sur ces questions, qui avait dit donc l'idée que le printemps allait devenir silencieux parce que les oiseaux allaient disparaître, parce que les insectes allaient disparaître. À l'époque, le pesticide principal, c'était le DDT. Rachel Carson a obtenu l'interdiction du DDT. Malheureusement, elle ne se doutait pas de tout ce qu'on allait mettre à la place du DDT. Et évidemment, à l'époque, Rachel Carson a été traitée de fanatique et de communiste dans la littérature anti-écologique dont je vous parle. Vous voyez qu'en réalité, pour le moment, l'écologie, la protection de la nature est en guerre contre une certaine manière de voir la science et la technologie et le progrès. Et c'est ça qui est très compliqué. La biodiversité, tout le monde veut bien en dire du bien, mais au moment où il s'agit de regarder ce qu'on doit faire, par exemple, se battre contre les pesticides, et bien là, ça devient vraiment très, très conflictuel. Voilà, je vous ai montré comment fonctionnait l'ingénierie sociale, vous voyez, le cancer du poumon, des causes multifactorielles, etc. Sur le climat, ils ont essayé de faire pareil, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont dit, voilà, le réchauffement climatique, c'est multifactoriel, donc pour s'en occuper, il faut faire plus de recherches, donc tant qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne fait rien. Ça n'a pas marché longtemps sur le climat, parce que les climatologues ne sont pas du tout financés par les boîtes de pétrole et de charbon. Mais la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité a des causes multifactorielles. Pour le traiter, il faut comprendre les causes, donc il faut plus de recherche. Ça marche bien, ça, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est qu'en plus, c'est vrai que c'est multifactoriel, je voudrais être clair. Bien sûr que le cancer du poumon, ça a des causes multifactorielles. Il y a des effets génétiques, il y a des effets environnementaux, le stress, etc. Donc c'est vrai, sauf qu'il y a un facteur qui est plus important que tous les autres. Pour la biodiversité, je pense qu'il en va de même. Et on va prendre peut-être un cas encore plus précis que la biodiversité, l'effondrement des colonies d'abeilles. C'est multifactoriel. Il y a beaucoup de causes, donc il faut faire plus de recherches. Alors, il y a un livre qui reprend tout ça très très bien, et c'est Stéphane Foucard qui l'a écrit, ça s'appelle « Et le monde devint silencieux ». Vous voyez encore une allusion à Rachel Carson. Et ça traite du problème du CCD, comme on dit en anglais, Colony Collapse Disorder, donc l'effondrement des colonies d'abeilles. Alors, pourquoi est-ce que les colonies d'abeilles s'effondrent ? Il y a un consensus assez général pour dire que c'est multifactoriel. Premièrement, il y a un petit parasite, une tique, le varroa, qui vient se fixer sur ces pauvres abeilles, qui leur suce leur hémolymphe et puis qui leur transmet des maladies, voilà, comme n'importe quelle tique. Et puis deuxièmement, il y a les frelons asiatiques, c'est méchant les frelons asiatiques, on vous l'a dit, donc ça mange des abeilles, etc. Et puis, etc., etc. Là, si vous regardez sur le site de l'Agence américaine de l'environnement, vous avez ça, vous voyez, qu'est-ce qui arrive ? Il y a beaucoup de théories, voilà, mais il y a le varroa, voilà, ça, il est en numéro 1. Deuxièmement, il y a des maladies comme un virus qui donne une paralysie, un parasite intestinal, le nosema, et puis il y a les pesticides, mais alors, attention, il y a les pesticides qui sont appliqués aux cultures, mais il y a aussi les pesticides qui sont contre le varroa. Donc ça, c'est la faute des apiculteurs qui, traitant contre le varroa, tuent leurs pauvres abeilles. Ils ne sont pas doués. Et puis, voilà, il y a les pratiques de management des apiculteurs aussi, ça stresse les abeilles. Alors, du coup, elles disparaissent, voilà. Et puis, il y a le changement d'habitat, bon, quand même. Et puis, il y a les nutritions qui n'est pas très bonne pour elles. Et puis, en plus, il y a du stress qui est induit par une combinaison des facteurs identifiés ci-dessus. Vous voyez qu'on ne peut pas faire plus multifactoriel que ça. Donc voilà, ça c'est le discours officiel, si vous voulez. Quand on réfléchit un peu, les abeilles, ça fait 30 ans que les colonies ont commencé à vraiment se casser la figure. Mais il y a des régions où c'est 90%. C'est que la production d'amandes aux États-Unis,
pour produire des amandes, tous les ans, on amène des abeilles, elles pollinisent, elles crèvent, et on en ramène l'année d'après. Mais dans la Grande Plaine du Sud-Ouest, j'ai appris récemment que c'était pareil. Moi, j'étais dans le Rouergue, une région un peu préservée, et j'ai vu un apiculteur qui m'a dit qu'avant, il se faisait de l'argent avec son miel, mais que maintenant, c'est plus son miel qui lui rapporte de l'argent, c'est ses abeilles. Il les loue dans les Grandes Plaines d'Aquitaine, il les emmène au moment de la pollinisation des plantes, il les ramène 2 mois plus tard, il ne reste plus que 30% de ses abeilles, il les retape pendant le reste de l'année, il recommence l'année d'après. Voilà. Or, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 30 ans? Parce que non seulement les abeilles se cassent la figure depuis 30 ans, mais je vous ai dit, 75% de la biomasse d'insectes volants, tout confondu. Ça serait quand même extraordinaire que les abeilles elles meurent à cause du varroa et que les autres insectes, ça soit chacun pour une raison à lui qui meurt. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme cause générale qui s'est produite depuis 30 ans pour expliquer que les abeilles et les autres insectes s'éteignent tous en même temps? Ce n'est pas compliqué. On a changé nos procédures de traitement des champs. Avant, on mettait des pesticides quand il y avait un problème. S'il y avait un insecte, on traitait contre l'insecte. Maintenant, on ne fait plus comme ça. On traite à l'avance, systématiquement. Dans les grandes cultures, quand vous semez du blé, il n'a pas une tête de blé, il a cette tête-là. Quand vous semez du maïs, il n'a pas la tête qui est là-haut, il a la tête d'en bas. Quand vous semez de la betterave, elle a cette tête-là. Pourquoi? Parce que ces semences sont enrobées de pesticides. Et que donc, l'idée, c'est que quand la plante germera, elle va s'imbiber du pesticide et ça tuera tous les insectes qui l'attaqueront pendant toute sa vie. Tellement ils agissent à des faibles doses, ça marche. Les néonicotinoïdes, ça agit au nanogramme. Donc, alors évidemment, quand la plante germe, effectivement, elle s'imbibe, sauf qu'elle ne récolte que 20% de ce qu'il y a dans l'enveloppe. Donc, il y en a 80% qui partent dans l'air, dans l'eau, etc. Et donc, voilà ce qui se passe depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on traite systématiquement tous les champs que vous verrez de grandes cultures. Vous pouvez vous dire qu'il y a du poison plein les semences qui ont été émises, donc plein l'air, plein l'eau. Voilà. Évidemment, du coup, ce n'est pas si compliqué que ça de comprendre pourquoi la biodiversité s'effondre. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres facteurs, mais le facteur numéro 1, comme pour le cancer du poumon, le tabac, c'est le fait qu'il y ait des pesticides. Simplement, c'est invisibilisé grâce aux marchands de doute. Le Guardian a récemment relevé un truc extraordinaire. Il y a une fac anglaise qui a lancé un programme de recherche sur pourquoi est-ce que les abeilles se cassent la figure. Et il y avait la liste de toutes les causes possibles. Il y avait tout sauf les pesticides. Et quand ils sont allés regarder comment était financé ce programme, il était financé par l'université, mais il y avait 10% qui avaient été mis par Syngenta. Donc ils sont devenus très forts. En mettant que 10% du budget, ils arrivent à enlever la ligne pesticides dans les programmes de recherche. Vous allez regarder la Société américaine d'entomologie, c'est des gens qui aiment les insectes, sinon ils n'y seraient pas. Eh bien, ils vont vous dire, et ils disent, le plus important, le plus troublant, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Bien sûr qu'on sait ce qui se passe, mais eux, ils ne le savent pas. Ah ben ça alors. Et comment ça se fait qu'ils ne le sachent pas? Eh bien, regardez qui est-ce qui les finance. Allez à la fin du site, vous allez voir Bayer, Corteva, BASF, voilà. Et si vous regardez tous ces facteurs-là, ça devient incroyable. Tout va dans le même sens, si vous voulez. On est dans la même situation qu'avec la période du tabac, sauf qu'à l'époque du tabac, les médecins n'étaient pas subventionnés par l'industrie du tabac, alors que là, une majorité de biologistes sont subventionnés par les industriels. Donc on est dans une situation très compliquée, je pense bien plus grave que pour le tabac ou pour le climat. Quand un chercheur fait une bonne recherche qui montre pourquoi les abeilles sont tuées par les pesticides, eh bien, immédiatement, vous avez un commentaire qui est publié et qui dit que cette manip est fausse. Ce commentaire, il est publié par des scientifiques qui appartiennent aux entreprises en question. Et c'est ça qui est repris dans la presse. Je passe. Il y a maintenant des articles qui montrent que les néonicotinoïdes, on en trouve autant là où on n'en met pas que là où on en met. Donc, vous voyez, on empoisonne toute la planète. Là, je vais passer un peu vite. Et je voudrais finir en vous racontant une petite histoire. En fait, il faut quand même arrêter le massacre. Là, je pense que ça devient un peu urgent. Arrêter le massacre des abeilles, mais aussi des autres insectes et du reste de la nature. Et en réalité, les abeilles donc, qui se portent mal, eh bien, l'EFSA a décidé de s'en occuper. Alors l'EFSA, c'est l'agence européenne qui s'occupe d'autoriser les produits, et d'ailleurs aussi les OGM, etc. Et ils se sont dit, peut-être qu'on devrait regarder la toxicité chronique sur les abeilles. Alors, parce que pour le moment, on ne regarde que la toxicité aiguë, c'est-à-dire on met le produit sur les abeilles, dans le labo, elles ne meurent pas, bon, ben, c'est bien, il n'y a pas de problème.
Ce qu'avait montré d'ailleurs l'article que je vous ai montré tout à l'heure, là, c'est qu'effectivement, les abeilles n'étaient pas tuées, mais qu'elles étaient désorientées. Donc elles ne retrouvent plus leur ruche. Donc tant que vous regardez dans le labo, vous ne voyez rien. Quand vous regardez dehors, ça les tue, évidemment. Une abeille qui ne retrouve pas sa ruche, elle est morte. Hein. Alors, donc l'EFSA a lancé un protocole pour regarder les effets chroniques sur les abeilles. Et ce protocole, c'était en 2013, il n'a jamais été mis en œuvre. Ça alors. Les gens l'association Pollinis, qui regroupe donc des apiculteurs, a demandé à l'Europe d'expliquer pourquoi c'était comme ça, pourquoi le comité qui devait le faire n'avait pas fait, etc. Bon, je vous passe rapidement, mais l'Europe a refusé de leur donner des réponses. En 2019, ils ont saisi la médiatrice européenne qui a intimé l'ordre à la Commission européenne de donner les résultats. Et elle leur a donné un deadline en août 2019. En août 2019. Et en fait, le 11 novembre 2019, la Commission européenne a répondu qu'elle ne donnerait pas les comptes rendus des réunions qui avaient conduit à ce qu'on ne mette pas en place ce protocole. Voilà. Eh bien, ce n'est pas grave, on a trouvé la raison, figurez-vous. Grâce à Stéphane Foucard, qui fouille partout, il a trouvé un article publié dans un compte-rendu de colloque à Valence, en Espagne, en 2019, je crois, signé par, qui ça? Eh bien, par Bayer, Syngenta, Dow Chemicals, tous les ingénieurs de toutes les grandes boîtes de production de pesticides. Et qu'est-ce qui se pose comme question dans cet article? Il se pose la question, qu'est-ce qui se passerait si on mettait en œuvre le protocole de l'EFSA? Et là, la réponse est extraordinaire. Il ne serait plus accepté que 21% des herbicides, 25% des fongicides et 8% des insecticides. Donc, dit autrement, ce que publient les boîtes de production de pesticides elles-mêmes, c'est que 79% des herbicides, 75% des fongicides et 92% des insecticides tuent les abeilles. Bon. Mais je voudrais que vous vous rendiez compte que ça veut dire quelque chose. Ça, c'est que les abeilles sont des sentinelles. Parce que moi, Tatiana vous a montré des phylogénies, hein, voilà une encore avec les plantes, les algues vertes, etc., les animaux et les champignons. Hein. Si j'ai un truc qui est fait pour tuer les plantes et qui tue les abeilles, mais je suis sûr que ça tue tout, en fait. En réalité, ces produits, ils attaquent des fonctions tellement fondamentales du vivant qu'ils tuent absolument tout le monde. De l'aveu même des producteurs, eh bien, ces poisons empoisonnent absolument la terre entière. Alors, ce n'est pas la peine d'aller plus loin pour se demander pourquoi la biodiversité s'effondre à l'heure actuelle. Elle s'effondre parce qu'on est en train de tout empoisonner. Ça sera bien de remettre des haies, c'est bien de faire des corridors pour relier les machins, c'est bien de faire plein de choses, mais vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Tant que vous empoisonnerez tout le monde, il ne restera plus rien. Nous, scientifiques, malheureusement, on est tout le temps obligés de courir derrière les entreprises parce qu'on a beaucoup moins de fric. Alors, voilà, il y en a un qui va faire un truc qui montre que le Roundup, ça tue les abeilles, un autre qui va montrer que ces pesticides tuent les oiseaux, un autre qui va montrer que c'est les vers de terre, un autre qui va montrer que c'est les bébés qui sont abîmés quand ils ont le virus Zika et qu'en plus ils se payent le pesticide qui est utilisé contre les insectes qui transmettent le Zika, donc c'est quand même vraiment compliqué. Et donc finalement, regardez ce qui se passe à l'IPBES. À l'IPBES, donc, oui, tu leur as parlé, hein, oui. Donc, la plateforme internationale sur la biodiversité. Et bien, quand ils vous mettent la liste à droite des raisons pour lesquelles la biodiversité s'effondre, vous avez les changements d'utilisation de la terre, l'exploitation directe, le changement climatique, la pollution, les espèces invasives, le reste, et le mot pesticide n'y est pas. Il n'y est tout simplement pas. Il est caché. Et vous le trouverez en sous-alinéa dans plusieurs chapitres. Et après, du coup, quand vous regardez à l'IPBES, qu'est-ce qu'ils disent qu'il faut faire pour arriver à changer les choses, eh bien, vous n'avez rien sur le fait d'arrêter les pesticides. Donc actuellement, nous sommes dans une situation extraordinaire où l'agriculture, parce qu'elle a détruit sa propre biodiversité, est en train de détruire la biodiversité mondiale à cause des produits qu'elle utilise pour protéger ses plantes trop homogènes contre tous les agresseurs. Et tout ça est relativement simple à comprendre. Simplement, si on ne le sait pas, c'est parce qu'il y a des marchands de doute, des gens qui fabriquent de l'ignorance. Figurez-vous qu'il existe un nouveau domaine de la sociologie qui s'appelle l'agnotologie, la science de la production de l'ignorance. Comment on fabrique de l'ignorance? Eh bien, moi, je voudrais vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, si on veut sauver la biodiversité, on ne pourra pas le faire si jamais on ne réforme pas en profondeur l'agriculture,
que l'agriculture actuelle, elle n'est pas durable, et que non seulement elle détruit ce qu'elle produit, mais elle détruit aussi tout ce qui traîne autour. Et que donc, il y a une vraie urgence à ce que l'agriculture soit réformée si on veut sauver déjà la nourriture humaine pour l'avenir, mais aussi la biodiversité. Et que, bien sûr, je ne crois pas qu'on puisse se permettre de continuer l'avenir comme on a fait par le passé. Il faut prendre un virage. Et je crois que tout ce que vous a montré Tatiana dans tous ses cours, c'est effectivement que la biodiversité, c'est extraordinaire, mais aussi que c'est fragile, hein, et qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème. Et donc, j'espère que vous êtes convaincus qu'il va falloir agir. Voilà, merci.